Bonjour, ceci est une émission du comité de soutien à Vincenzo Vecchi de Rochefort-en-Terre. En août 2019, Vincenzo Vecchi est arrêté. 2 mandats d'arrêt européens ont été émis contre lui. Le premier porte sur sa participation aux manifestations contre le G8 à Gênes en 2001. Le deuxième porte sur sa participation à une manifestation contre l'extrême droite à Milan en 2006. Il restera 3 mois en prison en France. En novembre 2019, la Cour d'appel de Rennes dénonce les 2 mandats d'arrêt européens dont il est l'objet. Le mandat d'arrêt portant sur la manifestation de Milan visait une peine que Vincenzo Vecchi avait déjà exécutée en Italie. Quant à celui concernant sa participation au contre-sommet de Gênes, il est invalidé pour vice de procédure. À la suite de la décision de la Cour de Rennes, qui a exigé la remise en liberté immédiate de Vincenzo Vecchi, le procureur s'est pourvu en cassation. Après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, l'affaire a été rejugée le 2 octobre dernier devant la Cour d'appel d'Angers. Le verdict sera rendu le 4 novembre. Il décidera de la remise ou pas de Vincenzo à la justice italienne. Si ce verdict lui est favorable, il permettra à Vincenzo de vivre librement en France, mais les 2 mandats d'arrêt européens continueront d'être actifs partout ailleurs en Europe. Au travers d'un montage alterné d'extraits du texte d'Éric Vuillard, prix Goncourt 2017, paru dans le Nouvel Obs du 28 septembre, et de l'interview de Pascal Jaouen, ex-magistrate aujourd'hui retraité, tous 2 membres actifs du comité, nous avons choisi de laisser la parole à la justice, ou du moins à cette justice que le tout un chacun qui voudrait croire aux valeurs de notre démocratie appelle de tous ses vœux. Éric Vuillard. Il n'allait pas de soi que le récit obscur de notre modernité s'intitule « Le procès ». Pourtant, ceux qui ont participé au soutien d'une personne poursuivie par l'État ont tous fait l'expérience troublante d'une disproportion des forces, d'une inégalité irréductible entre l'État et les citoyens. Même si l'on peut toujours se féliciter de l'existence d'un comité de soutien en faveur d'une personne que l'État accable de sa vindicte, même si toute mobilisation en faveur de la liberté est une bonne nouvelle, il est toutefois inquiétant que la défense d'un citoyen ordinaire nécessite absolument l'appui d'un groupe, d'un comité de soutien, pour avoir la chance d'être entendu. Vincenzo Vecchi a participé aux manifestations contre le G8 à Gênes en 2001. Il a écopé de 12 ans de prison en vertu d'une loi italienne des années 30, permettant de condamner à de très lourdes peines sans la preuve d'actes délictueux, simplement parce que la personne se trouve présente dans une manifestation où les tribunaux considèrent que l'ordre public a été sérieusement troublé. Comme le héros du livre de Kafka, l'individu isolé se heurte à une bureaucratie puissante, à un système légal prépotent, retors, et les procédures censées en principe protéger ses droits et garantir ses libertés se retournent en pratique contre lui. Nous sommes égaux sur le papier. Les procédures sont les mêmes pour tous, mais les moyens de les mettre en œuvre exigent davantage d'efforts pour certains. Je m'appelle Pascal Jaouen, je suis donc ancien avocat et ancien magistrat. J'ai été contactée par des amis communs et c'est par ce biais que j'ai fini par faire partie du comité de soutien de Vincenzo Vecchi pour donner aussi un regard, une aide juridique sur les problèmes qui le concernent. Je crois que c'est important aussi de situer dans quel contexte Vincenzo Vecchi s'est retrouvé dans ces événements et dans lesquels les faits qui lui sont reprochés se sont passés. Bon, c'est un jeune homme qui, à l'époque, avait 28 ans. C'est quelqu'un qui en a maintenant 47.
qui participait à l'époque avec les 600 000 autres manifestants, bien oui, a essayé d'alerter, comme beaucoup d'autres pacifistes, altermondialistes, au moment où se déroulait le sommet des G8, et donc plusieurs chefs d'État, 7 chefs d'État, je crois, étaient réunis à Gênes pour discuter de l'économie du monde, eh bien, ils avaient envie tout simplement de se faire entendre et de dire qu'un autre monde était possible et qu'il fallait protéger les mondes, les populations de la surconsommation, de protéger l'environnement, de s'insurger contre la financiarisation de l'économie, la mondialisation, etc. Et donc, tous ces personnes qui se réunissent à Gênes et qui contre-manifestent pour dire tout cela, je crois que la première journée, le 19 juillet de 2001, était consacrée à une marche pour les migrants, et la seconde journée, qui a donné lieu le 20 juillet à vraiment des émeutes, a été consacré plus justement à faire valoir ses idées. Ça a beaucoup dégénéré à cause de violences policières ahurissantes, mais qui ont été reconnues comme telles, c'est pas un avis personnel, qui ont été qualifiées par plusieurs instances internationales et notamment par la CEDH après dans plusieurs instances, comme des actes de torture. Donc on s'est retrouvés avec tous ces jeunes, ces moins jeunes, qui défilaient, manifestaient, avec une violence pratiquement militaire, puisqu'il y avait des chars, les policiers étaient revêtus mais comme des Robocop, et il y a eu des violences terrifiantes qui ont été reconnues même d'ailleurs après aussi par certains chefs de la police. Je pense à un chef de la police qui a déclaré en 2017, donc quand même 16 ans plus tard, dans la Repubblica, le journal populaire d'Italie, qui est très lu, qui a reconnu qu'effectivement à Gênes, il y avait eu un nombre incalculable de personnes innocentes qui avaient subi des violences physiques et psychologiques qui les ont marquées à vie. C'est quand même important que ça a pu être reconnu par un des chefs de la police qui y avait participé. D'ailleurs, Amnesty International avait qualifié cette répression des manifestants pacifiques de plus grande violation des droits humains et démocratiques dans un pays occidental depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même pas rien. Il faut rappeler aussi qu'un jeune de 22 ans a été tué par la police à bout portant de balles dans la tête, qui s'appelait Carlo Giuliani, et 22 ans. Donc vraiment un contexte très particulier dans lequel ces manifestants, il y a eu 600 blessés parmi les manifestants, et il y a eu un très grand procès, plusieurs procès de policiers qui ont été condamnés à des peines de prison importantes, lourdes, mais qu'ils n'ont jamais fait. Donc on est dans un contexte finalement où on a des violences policières, un jeune qui est tué, des maltraitances qualifiées d'actes de torture, notamment à l'école Diaz et à la caserne Bolzaneto, et puis de l'autre côté, 10 personnes qui sont prises comme des boucs émissaires. Il faut savoir que Vincenzo Vecchi a été arrêté 16 mois après les faits, donc il n'a pas du tout été pris comme ça en flagrant délit de quoi que ce soit. Il a été pris avec 10 autres et on leur a infligé à ce moment-là des peines complètement injustes, complètement disproportionnées. Je dis injustes parce qu'elles sont complètement disproportionnées. 12 ans et demi pour avoir manifesté, c'est une peine en France et d'ailleurs en Europe qui est une peine pour un crime, voire un assassinat. Et donc c'est complètement démesuré. Et puis, ce que je voudrais ajouter, c'est que Vincenzo Vecchi a reconnu qu'il avait été présent, qu'il n'avait pas empêché ce qui se passait autour de lui, comme tout manifestant. Tout cela se passe quand même dans une action collective instantanée. Mais ce qui, moi, me frappe, c'est que, attention, cette personne, elle a
payer sa dette si elle avait vraiment, pour avoir manifesté, avoir été là en présence d'émeutiers. Eh ben, il a quand même fait, ce garçon, 15 mois de prison, 12 mois en Italie et 3 mois et demi en France. Et puis, il a été obligé de complètement changer de vie. Il n'a pas pu poursuivre sa vie de famille avec son enfant. Et il s'est retrouvé complètement déraciné dans un autre pays, à devoir tout reconstruire, apprendre une nouvelle langue, travailler autrement. Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable, quoi, le prix cher qui doit être payé par ce jeune homme pour juste avoir rêvé d'un autre monde meilleur avec 600 000 autres et de se retrouver juste parmi les 10 qui doivent casquer. Cette affaire est aussi pour nous un moyen de comprendre bien des choses par la pratique, progressivement, au gré des procédures. Et cette dernière date, celle de la prochaine audience le 2 octobre, est l'occasion de serrer d'un peu plus près la notion de preuve. Nous avons enfin obtenu, après plus d'1 an, les photographies prises durant les événements de 2001 à Gênes, qui furent les uniques pièces à conviction sur lesquelles s'est appuyée la justice italienne pour condamner Vincenzo Vecchi à 12 ans de prison. À réception des 211 photographies, une impression d'exhaustivité domine. Le nombre de documents donne un sentiment de sérieux. Il va falloir travailler. Après avoir fait défiler ces 211 photographies, nous sommes surpris de n'en trouver qu'une 50aine où l'on voit Vincenzo Vecchi, tandis que les 160 photographies restantes n'ont aucun lien avec lui. En somme, la police et la justice italienne ont gonflé le dossier avec environ 160 photographies inutiles. En tout et pour tout, à peine 25% des preuves seraient a priori exploitables. Sur la plupart des photographies, on aperçoit des groupes de jeunes gens en train de causer, la façade d'un immeuble squatté, le visage d'une fille en train de rire, une réunion décontractée dans un parc, des manifestants qui défilent, mais aussi des vitrines cassées, une voiture brûlée, des poubelles renversées. On serait tenté de dire que ces photographies ne servent à rien. Cela est faux. Ces 160 photographies ne prouvent certes rien, mais elles servent à quelque chose. Cette pléthore a une fonction. La première fonction est d'impressionner. C'est la manière la plus simple de donner le sentiment qu'il existe beaucoup de preuves. C'est une façon d'accabler la défense. En second lieu, c'est une manière de décourager. Devant la masse de documents, le travail de démonstration devient plus exigeant. Il faut évoquer un nombre considérable de photographies, les analyser. C'est une façon de submerger la défense, de noyer son propos parmi les commentaires superflus. En troisième lieu, cela dissimule autre chose de beaucoup plus grave, qui touche au fond de l'affaire. La 50aine d'autres photographies, celles où l'on voit Vincenzo Vecchi, ne le montrent qu'une seule fois en train de commettre un délit. Il vole des planches sur un chantier. C'est tout. Or, je ne sache pas que l'on puisse condamner à 12 ans de prison, puis émettre un mandat d'arrêt européen pour le vol de quelques planches. C'est pourquoi les autres photographies, celles où l'on ne voit jamais Vincenzo, sont en réalité très utiles. Elles ont vocation à combler le vide. Elles construisent un contexte. En effet, elles permettent de placer Vincenzo Vecchi dans le contexte général des manifestations afin que ce contexte déteigne sur lui. Elles permettent de construire une fiction. Alors, sur la tenue de l'audience, bien sûr, on pense qu'il y a eu une audience qui s'est déroulée pendant 3 heures, où tout a été examiné et où chacun a bien tenu son rôle. Bon, alors pour quelqu'un qui est habitué aux audiences, les réquisitions de l'avocat général n'ont pas été très surprenantes, puisque c'était un peu la reprise de ces réquisitions écrites. Mais je comprends que pour des gens qui sont plus profanes en audience,
C'est toujours très, très difficile d'entendre la partie, la voix contraire, hein, quelqu'un qui s'oppose à tout et qui n'a pas fait le distinguo. C'était peut-être un petit peu le reproche qu'on peut faire, mais bon, chacun est dans son rôle, l'accusation est dans son rôle, la défense dans le sien. Mais c'est vrai qu'on aurait pu attendre de l'avocat général qu'il distingue bien entre Vincenzo Vecchi, qui ne correspond pas du tout au profil habituel destiné au mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire un vrai criminel, un terroriste, un trafiquant d'êtres humains ou un trafiquant de stupéfiants ou d'un meurtrier. Voilà, c'est pas du tout le profil. Et il n'a pas fait ce distinguo qui aurait pu peut-être quand même être fait même du côté de l'accusation, pour bien rétablir la réalité de sa personnalité. Bon, sinon, effectivement, chacun était dans son rôle et la défense a bien fait ressortir que Vincenzo Vecchi est quelqu'un qui est un citoyen tout à fait ordinaire, très bien intégré, qui a un travail, qui a des amis, qui est très bien inséré. D'ailleurs, la qualité et la quantité de son comité de soutien en témoignent. C'est vraiment parce que c'est des gens qui le connaissent et que c'est quelqu'un qui mérite justement toute cette mobilisation. Mais je crois que c'était peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas eu un mot de la part de l'accusation, de l'avocat général, de reconnaissance de cette personnalité qui tranche avec ceux qui sont plus souvent l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Ce qui est aussi complètement paradoxal et puis révoltant et inadmissible, c'est que finalement, par le biais de ce mandat d'arrêt européen à l'encontre de Vincenzo Vecchi pour gêne, hein, puisque celui de Milan a été déclaré complètement irrecevable, eh bien, finalement, on essaie de faire appliquer par la juridiction française, par les autorités judiciaires françaises, une loi d'inspiration fasciste. On se retrouve dans cette situation incroyable que le mandat d'arrêt européen nous obligerait à appliquer une loi d'inspiration totalement fasciste, c'est-à-dire fondée sur le concours moral et non pas sur le fait que on ait absolument identifié qu'il ait commis lui-même individuellement des faits, qu'on l'ait condamné pour ça, qu'on l'ait déclaré coupable pour ça. Là, l'infraction pour laquelle il est condamné, c'est uniquement parce qu'il était là, en présence, et qu'il n'a pas empêché les autres de faire. Voilà, c'est ça, c'est le concours moral du code Rocco de Mussolini, que l'Italie a appliqué dans le cas de Vincenzo Vecchi et des 10 autres, alors qu'on n'appliquait plus en Italie ce code Rocco depuis 76 ans, il faut quand même le savoir. Eh bien, on se retrouverait dans cette situation incroyable sur le plan du droit, qu'une juridiction française, finalement, appliquerait une décision d'inspiration fasciste. Et ce qui est non seulement contraire, évidemment, à toutes nos valeurs, à tous nos principes de loi, et que ce soit de droit français, évidemment, et de droit européen. Donc, c'est impossible. Là, on se retrouve à une impossibilité de principe. C'est pour ça que je pense qu'il faut rester tout de même optimiste et avoir foi dans la clairvoyance des juridictions qui vont se pencher sur ce dossier. Une preuve, ce n'est pas un élément permettant d'extrapoler. Ce n'est pas l'amorce d'une fiction. Une preuve doit contenir un certain degré de certitude et elle doit être digne de confiance. Ici, ces deux éléments font cruellement défaut. Et la justice italienne a condamné Vincenzo Vecchi à 12 ans de prison pour sa seule présence à des manifestations. Mais alors que la justice italienne a déjà été prise en flagrant délit de mensonge en réclamant Vincenzo Vecchi pour une peine déjà purgée, peut-on lui faire confiance ? Comment réclamer l'extradition de quelqu'un condamné pour des délits qu'on ne le voit pas commettre en vertu d'une incrimination qui n'existe pas en droit français ? Pourquoi cette montagne de documents qui ne prouvent rien ? En somme, la justice italienne a beaucoup de rush, mais elle n'a cependant pas de quoi monter son film. Il lui manque la scène principale.
et les 160 photographies inutiles réclament désespérément aux spectateurs de l'imaginer. La décision sera donc rendue, c'est-à-dire l'arrêt de la chambre d'instruction sera rendu le 4 novembre prochain. Donc là, écoutez, je crois qu'on espère bien sûr une décision positive. Il y a pour cela de nombreux moyens de droit, de fait, qui peuvent être utilisés pour que la chambre d'instruction d'Angers refuse l'exécution de ce mandat d'arrêt européen concernant Vincenzo Vecchi. Et puis, si c'était le cas, on peut formuler un énorme espoir que la justice, dont c'est l'honneur, sache en rester là. Voilà, c'est l'honneur d'une bonne justice que de faire le tri des individualités et de reconnaître que quelqu'un qui est condamné 19 ans après des faits à une peine totalement démesurée, totalement injuste par rapport à ce qu'il a pu faire, et qui a déjà effectué 15 mois de prison et a une vie totalement bouleversée, qu'on en reste là, voilà, qu'il n'y ait pas de suite et que c'est ça la bonne justice, c'est savoir s'arrêter quand il faut mettre un point final. Et ça, vraiment, on espère que non seulement justice sera rendue, mais qu'on saura mettre un point final à ce dossier qui n'a que trop duré pour ce jeune garçon. Peu importe que l'on n'ait pas les opinions politiques que l'on prête à Vincenzo Vecchi, il faut le défendre. Et à travers lui, il faut défendre notre liberté, celle de chacun. Le fait même de ne pas partager les opinions de ceux qui ont manifesté contre le G8 en 2001 à Gênes, le fait même d'avoir des opinions contraires, devrait nous renforcer dans la conviction de le défendre. Avec la justice, on ne transige pas sur des opinions, on ne défend pas seulement ceux de son bord, on ne s'assure pas seulement des citoyens les plus paisibles, les plus convenables. Au contraire, la justice se joue lorsque nos opinions divergent, lorsque nos sentiments s'éloignent, lorsque nous nous trouvons face à l'autre. Soyons sérieux. Est-ce que le fait de s'être trouvé à quelques mètres de personnes en train de casser une vitrine, est-ce que le fait d'avoir peut-être tapé sur une voiture avec un bâton, comme le prétendent dire les juges italiens, sans qu'aucun document ne corrobore cette affirmation, mérite 12 ans de prison et réclame que l'on soit extradé pour effectuer une si lourde peine 20 ans après les faits ?